Bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Céline Frémaux. Bonjour. Bonjour. Ministre de l'Environnement et du Logement, CDH, à Bruxelles. D'abord, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans la rue, cette manifestation, c'est spectaculaire, 25 000 personnes selon la police, aujourd'hui à Bruxelles, contre la réforme des pensions. Quelle est votre réaction? Je vous propose 3 réactions. Réaction A, les pensions ne seront pas justes et dignes. B, les syndicats désinforment la population sur cette réforme. Et C, nous devrons de toute façon tous travailler plus longtemps. Alors, quelle est votre pense de toute réaction? façon, on va certainement vers un allongement du temps de travail. Maintenant, il faut voir comment. Visiblement, en tout cas, il y a une insatisfaction qui est importante et qui s'exprime aujourd'hui dans la rue. J'ai entendu dire ce matin que le ministre Baclen parlait de désinformation. Je crois qu'il est nécessaire, en tout cas, d'être dans le dialogue et de permettre aux uns et aux autres d'exprimer les craintes. Et visiblement, elles sont nombreuses et en tout cas, elles sont importantes dans le chef de toute une série d'organisations. Je voyais Vie Féminine qui manifestait ce matin. En fait, ce genre de problématique est importante, un peu comme les allocations familiales, de savoir vers où on va. Je pense qu'il faut effectivement un maximum de clarté et toute une série de balises qui doivent être bien explicitées. Alors, logement, on va parler du logement et notamment des sans-abri. On attend avec impatience une ordonnance des sans-abri que le gouvernement bruxellois doit prendre, donc vous notamment. Alors, on ne voit pas toujours très clair sur comment évolue ce secteur-là après les problèmes du SAMU social. Est-ce que maintenant on va voir clair en la matière? Je pense qu'on va voir plus clair. Alors il y a toute une série de choses qui ont pu avancer en matière de gouvernance, c'est important. Après ce qu'on a appelé l'affaire du SAMU social, il y a un équilibre qui est à retrouver. Je pense qu'aujourd'hui, la voie est tracée entre l'urgence, entre tous des dispositifs d'insertion, comme le Housing First et le vote de toute une série de budgets témoigne de l'importance accordée par le gouvernement aux dispositifs innovants qui fonctionnent, donc réinsérer les personnes directement dans un logement. L'ordonnance, aujourd'hui, va pouvoir évoluer, arriver sur la table du Parlement. Moi, j'ai entendu le secteur, j'ai écouté toute une série de craintes qu'il pouvait avoir, et donc on va se diriger très clairement, et j'espère que tout le monde pourra suivre au sein du gouvernement, vers effectivement une association coupole qui va pouvoir faire cet accueil de première ligne, diriger les personnes sans abri vers les services les plus appropriés. C'est ce dont on s'est inspiré avec Pascal Smet en allant à Londres, en allant à La Haye. Et puis, à côté de ça, une deuxième ASBL de droit public qui sera celle d'un nouveau SAMU social, mais ASBL régional, tel que nous le souhaitions. Donc une ASBL coupole et une ASBL un peu plus nouveau d'urgence, SAMU. Et bien évidemment, il faut de la coordination entre les dispositifs. Comment vous allez appeler tout ça? Comment on va faire la différence? Écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas une question de marketing qui est important, c'est une question de contenu. C'est une réforme importante, c'est une réforme qui est attendue par le secteur, certainement encore plus après ce qui a pu se passer en 2017. Donc il est important de la concerter au mieux. Moi, j'ai pris le temps avec les acteurs de les entendre, de bien comprendre ce qui est important pour eux, de continuer à faire exister toute une série de missions comme celle de la Strada dans cette ASBL coupole, d'études aussi du sans-abrisme. Donc on se dirige aujourd'hui vers 2 ASBL de droit Donc une public. Strada un peu améliorée et un SAMU social. Un bureau d'insertion sociale, comme on l'avait déterminé, qui va permettre effectivement de diriger les personnes vers toutes ces maisons et structures existantes en fonction de la spécificité des trajets des uns et des autres. Effectivement, un service d'études qui va perdurer. Et puis à côté de ça, l'urgence, mais beaucoup plus de liens et de coordination. C'est ce qui a cruellement manqué, puisqu'on avait réellement un secteur qui était complètement fracturé. Et cette année, c'est un petit peu difficile, puisque par rapport à l'année dernière, on a dû changer un petit peu tout ce qui s'est passé. On se rend compte que les centres mettent un peu du temps à se mettre en train. Les centres ont pu s'ouvrir dans les temps qui étaient ceux impartis comme chaque année. Vous êtes satisfaite? Avec toujours, en tout cas, je suis très heureuse de voir les personnes qui ont pu s'impliquer, notamment au niveau du nouveau conseil d'administration du SAMU social. Ce sont des personnes qui ont réellement des engagements forts, notamment dans le domaine de la santé mentale, des maisons d'accueil, et qui ont mis énormément d'énergie, énormément de conviction à assurer cet accueil inconditionnel dont on a bien besoin à Bruxelles. Et ils ont relevé leurs manches, et franchement, je salue le travail qui a été le leur, qui est un travail bénévole, en dehors de leur mission première au quotidien, pour justement permettre à ce qu'on ait assez de liens à Bruxelles et qu'on ait cet accueil qui puisse perdurer, comme ça a été le cas. C'était une décision forte du gouvernement de dire on est dans un accueil inconditionnel. On connaît les problématiques aujourd'hui à Bruxelles et on doit être au rendez-vous sur le plan humain. Alors en matière de logement, il y a aussi ce manque de logements sociaux, de logements publics. Et alors vous prévoyez de relancer une allocation loyer. En fait,
c'est une autre manière de mettre ensemble toutes des primes. Alors, l'allocation Comment ça va loyer, c'est fonctionner? une revendication historique du CDH, puisqu'on le porte depuis 2003. C'est de dire qu'il y a toute une série de personnes qui sont en attente d'un logement social, qui sont actuellement logées dans le privé, des personnes qui ont pourtant des points de priorité pour accéder au logement social. Et ces personnes continuent parfois pendant de nombreuses années, vu la difficulté de produire à un rythme encore plus accéléré du logement public, continuent à payer des loyers qui sont effectivement chers par rapport à leur situation de vie. Et donc le gouvernement est en train de mettre en place une allocation loyer généralisée avec un montant de base de 110 €, avec des compléments qui peuvent aller jusqu'à 50 € et un maximum de 260 €. Et cette aide va permettre à un certain moment à ces personnes en transition entre le logement privé et le logement public, d'avoir un complément au quotidien qui peut aider les familles bruxelloises. Mais est-ce que ce n'est pas une manière de dire finalement on ne va pas construire autant de logements sociaux? Non, parce que c'est en fait ce que j'ai toujours plaidé. Ça s'inscrit dans le fait de dire, bien évidemment, il faut continuer à construire. On connaît les difficultés, c'est la rareté du foncier, c'est toute une série de recours, mais on continue à construire à Bruxelles, et ça c'est important de le dire et de le souligner. Mais j'ai toujours voulu diversifier aussi la réponse par rapport à la difficulté de trouver un logement digne. C'est toute une série de partenariats publics-privés qui, enfin, aujourd'hui existent. C'est ces fameux arrêtés qui a permis de racheter du logement vide avec plus de 1300 logements depuis 2 ans. Et puis, effectivement, il y a tout ce travail sur cette allocation loyer qui importait très fort au CDH. Alors, en matière de loyer, au 1er janvier, aussi un moment important, la grille indicative des loyers va rentrer en vigueur. Alors, elle est vraiment indicative. Elle est vraiment indicative. Vous savez que Bruxelles a été la première région à avoir un bail qui soit adapté à ses spécificités, à ses réalités. Ça a été voté très largement au-delà des clivages majorité-opposition au mois de juillet. Et une des mesures très concrètes, c'est la grille indicative des loyers avec un site internet qui sera opérationnel le 1er janvier 2018. Alors je voudrais que vous parliez quand même quelques moments du pacte énergétique. Oui. Parce que ce pacte énergétique, il a l'air en panne pour l'instant, puisqu'on demande à la ministre fédérale Marguem de chiffrer. Pourquoi on n'a jamais chiffré cette stratégie? Pourquoi on n'a jamais su ce que ça allait coûter aux différents contribuables? C'est très simple. Le pacte énergétique a toujours été défini comme une vision de la transition énergétique nécessaire aujourd'hui par rapport aux défis climatiques. C'est ce qui nous a été demandé depuis 3 ans. Et donc, depuis plusieurs mois, nous nous sommes vus dans une ambiance constructive avec les différents ministres de l'énergie, wallons, flamands, avec la ministre fédérale. Et nous avons abouti le 8 décembre dernier, entre nous, à un texte d'une 20aine de pages, qui est la vision, telle qu'on la conçoit, de cette transition énergétique qui répond aux différents défis. C'est-à-dire l'efficacité énergétique. L'énergie, en fait, étant la meilleure, c'est celle que nous ne consommons pas. C'est la rénovation du bâti. C'est tout le travail articulé avec la question notamment de la mobilité, la verdurisation du parc automobile. Et la sortie du nucléaire. Et la sortie du nucléaire, qui est un point central. Et moi, j'ai dit, est-ce qu'on peut chiffrer? Il y a toute une série d'études qui existent. On peut vous chiffrer tout ce que coûte le nucléaire, notamment aujourd'hui, la prolongation des centrales entre 2015 et 2025. Tel que ça a été décidé par le fédéral il y a maintenant il y a 2-3 ans, c'est 700 millions d'euros qui sont à charge notamment d'opérateurs. Il y a tout le travail aussi sur la sécurité, sur la question des fissures. On a quand même, il faut pouvoir le rappeler, des centrales nucléaires qui ont aujourd'hui 40 ans, qui auront 50 ans en 2025. Et donc moi, ce que je dis très simplement, c'est qu'il ne faut pas qu'une question prétexte d'évaluation budgétaire soit de nature à dire « tiens, on remettrait en cause la sortie du nucléaire en 2025. » La loi, c'est la loi, et en droit de l'environnement, il y a un principe qu'on ne recule jamais. Mais pour vous, c'est un prétexte. Mais je dis simplement que la NVA fait fausse route, parce qu'à un certain moment, elle a une position qui est anachronique, elle a une position aujourd'hui qui ne tient pas compte d'une loi qui existe depuis 2003, d'un accord de gouvernement fédéral. Maintenant, s'il y a toute une série de précisions encore à apporter, Bruxelles peut les donner en matière d'énergie renouvelable par rapport à tous les objectifs qui sont les nôtres. Mais attention de ne pas jouer la montre, et je serai très vigilante là-dessus. Alors, survol de Bruxelles, là aussi, on se demande un peu vers où on va, puisque le ministre Belot vous avait écrit, il avait répondu à la dernière minute aux demandes de la région, vous avez dit que vous consultiez les avocats, vous attendiez aussi les précisions du ministre Belot, est-ce que vous en avez eu? Non, j'ai toujours pas de précision, effectivement, à ce stade. Or, il y avait une série de précisions qui étaient essentielles pour Bruxelles, pour les régions, la région en tant que telle, mais pour les communes aussi. Savoir, par exemple, ce fameux cahier des charges sur ces études qui doivent
se faire dans les 12 mois, études d'évaluation et d'incidence telle qu'on la demande maintenant à Bruxelles depuis longtemps. Donc je n'ai toujours pas ces précisions aujourd'hui. Et donc début du mois de janvier, je réunirai de nouveau les communes bruxelloises pour voir quelle est la position à adopter et vers quoi on va. Mais j'ai toujours eu une position extrêmement claire, c'est la défense de l'environnement et de la santé des Bruxellois dans ce dossier-là. Et j'ai toujours considéré que je ne pouvais tergiverser. C'est ce que je continuerai à avoir comme position en 2018. En clair, ça veut dire que la région ira en justice. C'est-à-dire que la région se réserve toutes les voies d'action pour faire respecter effectivement l'arrêté bruit, parce qu'il y a toute une série aussi de mesures qui sont rentrées en vigueur. J'ai mis en place la tolérance zéro et donc je n'ai eu de cesse depuis 3 ans de respecter cet engagement que j'ai pris pour tous les Bruxellois depuis que je suis en charge de l'environnement. Alors, en matière de pollution, de ciel, de bruit, il y a aussi la pollution de l'air. Et il y a un procès pour l'instant qui est en cours sur la qualité de l'air à Bruxelles. Et ce procès est assez complexe, mais enfin, on dit ici que l'Europe doit donner un avis concernant la qualité de l'air à Bruxelles. Vous êtes confiante? Vous êtes sûr que vous allez gagner là-dessus, que vous êtes dans le bon chemin? Moi, je ne prends pas des décisions sur le plan politique uniquement en fonction des actions judiciaires qui sont intentées. Donc, je continue à avancer. Très clairement, il y a une première énorme décision qui a été prise, c'est l'instauration de la zone de basse émission qui démarrera au 1er janvier 2018, qui va éliminer progressivement toute une série de véhicules qui sont les plus polluants à Bruxelles. Il y a l'arrêté pic de pollution qui est aussi en train d'imminemment être révisé pour une qualité de l'air améliorée. Donc ma volonté est intacte. Alors oui, effectivement, le jugement renvoie au niveau européen. Ça prendra du temps, mais ça ne m'empêchera pas d'avancer parce que j'ai toujours dit que je comprenais toute une série d'inquiétudes. Il y a des mesures qui restent plus favorables aujourd'hui. Il n'y a donc pas une qualité qui se dégrade, mais il y a des points d'attention à avoir en particulier. Ça a fait l'objet du plan Air Climat Énergie, du projet expert, de toute une série de mesures que nous continuons et que je continuerai avec détermination. Merci Céline Frémaux. Merci à Demain, autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.